On ne le prenait pas. Et il est où? Enterré. Et pourquoi? Parce que il était déjà devenu charogne avant d'être cadavre. Mais il a laissé un baluchon. Et dans ce baluchon, nous avons 2 cahiers. Tenez. Voyons voir. Oh, c'est écrit en Yomondo. Ça, c'est une langue du Cameroun. Mais il n'y a personne ici pour le lire, non? Que faire? Oh, voyons voir, appelons le Kanga. Oui. Il pourra appeler l'esprit du défunt. Il doit errer encore dans les bois les plus proches. Et il va donc le questionner. Il va lui dire d'où il vient, de quoi il est mort, qui étaient ses parents, quelles étaient ses aspirations. Oui. Je m'appelle Tondi. Tondi Andwa. Je suis le fils de Tondi et de Zama. Depuis que le prêtre m'a baptisé, il m'a donné le nom de Joseph. Je suis Maka par ma mère et Ndjem par mon père. Ma race fut celle des mangeurs d'hommes. Mais depuis l'arrivée des Blancs, nous avons compris que tous les autres hommes ne sont pas des animaux. Au village, on dit de moi que j'ai été la cause de la mort de mon père parce que je m'étais réfugié chez un prêtre blanc à la veille de mon initiation où je devais faire connaissance avec le fameux serpent qui protégeait tous ceux de ma race. Selon le père Gilbert, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit jusqu'à lui. Mais, à vrai dire, je ne m'y étais rendu que pour approcher l'homme blanc semblable à la barbe de maïs, qui s'habillait d'une robe de femme et qui distribuait de bons petits cubes sucrés aux petits gamins de mon âge. Nous étions une bande de jeunes païens à suivre le missionnaire qui allait de case en case pour solliciter des adhésions à la religion nouvelle. Il connaissait quelques mots Ndjem et il les prononçait si mal qu'il leur donnait un sens obscène, ce qui amusait tout le monde et lui assurait un certain succès. Il nous lançait ces cubes sucrés comme l'on jette du grain aux poules. C'était une véritable bataille pour s'approprier l'un de ces délicieux morceaux de cubes que nous parvenions à gagner au prix de genoux écorchés, d'yeux du métier et de plaies douloureuses. Les séances de distribution dégénéraient parfois. C'est ainsi que ma mère vint un jour à se battre contre la mère de Tinati, mon compagnon de jeu, parce que ce dernier m'avait mordu le bras pour me faire lâcher les 2 petits morceaux de sucre que j'ai pu avoir au prix d'une hémorragie nasale. Cette hémorragie et qui a causé une bataille sérieuse, une bataille qui a failli dégénérer. Les gens étaient contre mon père pour l'empêcher d'aller prendre la tête au père de Tinati qui, lui, de son côté, menaçait d'aller transpercer l'abdomen de papa d'un seul coup de saguet. Et quand on eut fini de calmer nos parents, mon père, l'œil mauvais, armé d'un rotin, m'invita à le suivre derrière la case.
C'est toi qui as mis la cause de toute cette histoire. Ta gourmandise nous perdra. On dirait que tu ne manges pas assez ici. Et tu éprouves encore le besoin à la veille de son initiation de traverser un ruisseau pour aller quémander ces choses sucrées chez ce homme femme blanc que tu ne connais même pas. Je le connaissais, lui, mon père. Il avait la magie du fouet. Quand il s'en prenait à ma mère ou à moi, nous en avions au moins pour une semaine à nous remettre. J'étais à une bonne distance de sa chicotte. Il a fait siffler dans l'air et se précipita sur moi. Je marchais à reculons. Tu veux attendre, oui? Tu sais que je n'ai pas de bonnes jambes pour te poursuivre et j'attendais 100 ans pour te donner la correction. Attends tout de suite pour qu'on en finisse. Je n'ai rien fait, père, pour être battu. Ah, qui est? Tu oses dire que tu n'as rien fait, hein? Mais si tu n'avais pas été le gourmand que tu es, si tu n'avais pas le sang des gourmands qui circulent dans les veines de ta mère, tu n'aurais pas été à Fia pour disputer comme le rat que tu es ces choses sucrées que vous donne ce maudit blanc-là. On ne t'aurait pas tordu le bras. Ta mère ne se serait pas battue et moi, je n'aurais pas eu envie d'aller fendre le crâne au vieux Tinati. Si tu veux un bon conseil, attends tout de suite. Car un pas de plus, je considérerai cela comme une injure et que tu peux coucher avec ta mère. Je m'arrêtais. Mon père qui sifflait le rotin sur mes épaules nues. Je me tortillais comme un ver de terre au soleil. Tourne-toi et lève les bras car je n'ai pas envie de te crever un œil. Pardonne-moi, père, pardonne-moi. Je ne recommencerai plus. Tu dis toujours cela quand je commence à te battre. Mais aujourd'hui, je dois te battre jusqu'à ce que je ne sois plus en colère. Je ne pouvais pas crier. Cela aurait ameuté les voisins. Et mes camarades m'auraient traité de fille. Ce qui signifiait l'exclusion. Mon exclusion de notre groupe. Le groupe des jeunes qui seront bientôt des hommes. Mon père me donna un autre coup que j'esquivais de justesse. Si tu esquives encore, c'est que tu peux coucher avec ta grand-mère, ma mère. Pour m'empêcher de me sauver, mon père usait toujours de ces stratégies qui m'obligeaient à me livrer gentiment à ses coups. Je ne t'ai pas insulté, père. Je ne peux pas coucher avec ma mère ni avec la tienne. Et je ne peux plus être battu, c'est tout. Hein? Tu oses me parler sur cet homme? Quoi? Une goutte de mon liquide qui me parle ainsi? Si tu fais un pas de plus là, je te maudis. Je n'avais jamais vu mon père dans un tel état. Il était exaspéré. Il suffoquait. Moi, je continuais à marcher à reculons et lui, il m'a poursuivi sur une bonne centaine de mètres encore derrière les cases. Bien. On verra où tu passeras la nuit. Je dirai à ta mère que tu nous as insultés. Et pour entrer dans cette case, ton chemin passe par le trou de mon anus. On verra bien. On verra. Mon père me fit dos. Je me demandais où je pouvais me réfugier. J'avais un oncle, mais je ne l'aimais pas à cause de ses croûtes de gale. Et sa femme sentait comme lui du poisson avarié. Il me répugnait d'entrer dans leur masure. Il faisait nuit. La lumière intervenante des lucioles devenait de plus en plus visible. Et le bruit de pilons dans les mortiers annonçait le repas du soir. Je revins doucement derrière notre case et regardais par les lézardes du mur de terre battue. Mon père y était. Il me faisait dos. L'oncle Pignon était là, lui aussi, face à mon père, et les deux mangeaient. L'arôme du porc épic pris il y a 2 jours dans l'un des pièges de mon père me donnait envie de manger. Dans notre village, ma mère était réputée pour son assaisonnement du porc épic. Elle dit à mon père et à mon oncle: merci pour vos compliments. Oui, comme je vous ai dit, non, vous pouvez tout manger. J'ai gardé la part de tondi dans la marmite. Mon père se leva d'un bond. Apporte la part de tondi ici. Il ne mangera pas de ces porcs épics là. Cela lui apprendra à me désobéir. L'enfant n'a rien mangé encore depuis le matin. Hein? Que mangera-t-il alors quand il reviendra? Mais tu me poses quelle question là? Tu me demandes ce que ton enfant va manger quand il va revenir? Mais rien donc, apporte sa part ici, je dis. Et mon oncle m'enfonçait le clou. Si vous voulez qu'il vous obéisse, mais
Privez-le de nourriture. Je crois que plus que fameux, hein. Ma mère se leva. Elle est apporta la marmite. Je vis la main de mon père et celle de mon oncle qui plongeaient. Peu après, j'entendis ma mère qui pleurait. Pour la première fois de ma vie, je pensais à tuer mon père. Le tuer! Je retournai à Pia. Après avoir longtemps hésité, j'ai frappé à la porte du prêtre blanc. Je l'ai vu en train de manger, s'étonnant de ma visite. Et je lui ai expliqué par des gestes que je voulais partir avec lui. Il riait de toutes ses dents. Alors que j'étais resté là, quoi, près de la porte, il me fit signe d'approcher et me donna les restes de son repas que je trouvais étrange mais délicieux. Et nous poursuivîmes notre conversation par des gestes. Et j'ai compris que j'étais agréé. Le lendemain, la nouvelle parvint à mon père. Je redoutais sa colère et j'avais déjà tout expliqué au père Gilbert en gesticulant. Le père Gilbert arrive, il m'a tapoté amicalement les épaules et je me suis senti protégé. Mon père vint l'après-midi. Il se borna à me dire que j'étais son fils, que je le resterais, qu'il n'était pas fâché, qu'il ne m'en voulait pas et que si je retournais au Bécaye, tout serait oublié pour. Je savais ce que signifiait ce beau discours devant le blanc. D'ailleurs, mon père qui avait son œil mauvais des jours où il s'apprêtait à m'apprendre à vivre n'a même pas pu regarder le père Gilbert en face. Il était fasciné par le regard du blanc. Il a dû baisser la tête et il s'est retourné penaud. Ma mère arriva dans la nuit. Elle pleurait. Nous pleurâmes ensemble. Elle me dit que j'avais bien fait de quitter la case paternelle, que mon père ne m'aimait pas comme un père devrait aimer son fils, qu'elle me bénissait et que si un jour je tombais malade, je n'avais qu'à me baigner dans une rivière pour être guéri. Le père Gilbert me donna une culotte kaki et un tricot rouge qui dit l'admiration de tous les gamins de Pia. Tous les gamins de Pia venaient le voir et lui demander de les amener avec lui. 2 jours après, le père Gilbert me mit sur sa motocyclette dont le bruit semait la panique dans tous les villages que nous traversions. Et nous étions partis pour 2 semaines de tournée. Après les 2 semaines, nous sommes revenus à la mission catholique Saint-Pierre de Dangan. J'étais heureux, grisé de vitesse. J'allais découvrir la ville, j'allais connaître les blancs et vivre comme eux. Je me suis pris en train de me comparer à ces perroquets sauvages que nous attirions vers le village par des cris de maïs et qui restaient prisonniers de leur gourmandise. Ma mère me disait souvent en riant, « Toi, Kundi là, ta gourmandise te conduira loin. » Papa, adieu. Papa. Maman. Maman. Dors en paix et que la terre te soit légère. Depuis que mes parents sont morts, je ne suis plus retourné au village.
la version catholique Saint-Pierre de Dagan. Je me réveille tous les matins à 5 heures, et même parfois plus tôt quand tous les prêtres sont à la mission. Je sonne Jésus, la petite cloche suspendue à l'entrée de la sacristie, et j'attends le premier prêtre pour la messe. Il m'arrive de servir 2 à 3 messes par jour. La peau de mes genoux est devenue aussi dure que celle d'un crocodile. Désormais, j'ai l'impression de m'agenouiller sous des coussins. J'aimais surtout la distribution de la communion le dimanche. Les fidèles se présentent à la Sainte Table, yeux fermés, bouche ouverte, langue tendue comme s'ils faisaient une grimace. Les blancs ont leur Sainte Table à part, ils n'ont pas de belles dents. J'aime caresser sous le menton les jeunes filles blanches avec la paterne que je leur présente quand le prêtre leur introduit l'hostie dans la bouche. C'est le boy de prêtre yaoundais qui m'a appris ce truc. Par ce moyen, au moins, on pouvait les caresser, ces filles-là. Une vieille femme de la Sissa nous préparait à manger. La Sissa est une espèce d'internat pour futurs chrétiens, à marier ou non, ou pour les chrétiens ayant fui leur famille païenne. Nous autres boys, nous préférions les reliefs de repas des blancs parce que là, on pouvait trouver des morceaux de viande. Je dois ce que je suis devenu au révérend Père Gilbert. J'étais son boy. Un boy qui savait lire et écrire, servir la messe, balayer la chambre du père, dresser son lit, mettre le couvert. Je ne gagnais pas d'argent. De temps en temps, le Père Gilbert me faisait cadeau d'une vieille chemise ou de vieux pantalons. En tout cas, je lui dois ce que je suis devenu. Il m'a trouvé nu comme un ver de terre et il m'a appris à lire et écrire. Rien ne vaut cette richesse. Même si aujourd'hui, je sais ce que c'est qu'être mal habillé. Le Père Gilbert avait un adjoint qu'on appelait Père Vendemailleur. Et Père Vendemailleur était celui qui avait la plus belle voix de la mission. Ainsi, il célébrait les messes aux grandes fêtes. C'est tout de même un drôle de type, ce Père Vendemailleur. Il n'aimait pas qu'un autre que lui ramasse l'argent le dimanche, même quand ce n'est pas lui qui a dit la grand-messe. Un jour, je l'ai fait à sa place. Il m'a fait venir dans sa chambre. Il m'a complètement déshabillé. Il m'a fouillé. Ensuite, il m'a flanqué d'un catéchisme pendant toute la journée pour le cas où il a avalé des pièces de monnaie. Il ne peut pas m'avoir comme ça, le Père Vendemailleur. Je ne pourrais jamais supporter ce qu'il faisait subir à ceux dont il sanctionnait les actes. En fait, il était le censeur des boys et des fidèles de la paroisse. Et il avait la manie de battre les chrétiens adultères, les indigènes bien sûr. Il les faisait mettre nuit dans son bureau en répétant dans un mauvais indien: quand tu as baisé, as-tu honte devant Dieu? Tous les jeudis, le Père Gilbert allait chercher le courrier pour la mission. Ce matin, le démarrage de sa motocyclette a été plus difficile que d'habitude. Il est descendu plusieurs fois pour manipuler quelque chose dans le moteur. Après 2 ou 3 soubresauts et un peu de tonnerre, il est parti en trompe comme un cul de jet enchanté. Vers 10 heures, un catéchiste a couru vers la mission en criant que le Père Gilbert est mort. Soudain, l'ambulance de l'hôpital, avec à sa suite toute la voiture d'ordonnance. L'ambulance a stationné dans la cour de la mission. 2 infirmiers font descendre un brancard. Le corps ensanglanté du Père Gilbert est étalé sur le brancard. Et le Père Gilbert, mon père, mon bienfaiteur, ils ont dit qu'ils l'ont retrouvé écrasé sur sa motocyclette par l'une des branches du fromager géant que les indigènes appellent le broyeur des blancs. Et on raconte que 2 blancs grecs, ceux-là, avaient déjà subi le même sort. Et le Père Gilbert, mon père, mon bienfaiteur, ils l'ont enterré dans le point de cimetière réservé aux blancs. C'est à cet instant que j'ai réalisé qu'il est mort. Je n'ai plus entendu sa voix et la mission était en deuil. Moi, j'étais plus qu'en deuil. J'étais mort pour la première fois. C'est dans cette atmosphère que le nouveau commandant a eu besoin d'un boy. Le Père Vendemailleur m'a demandé de me présenter à la résidence. Je me sentais déjà soulagé, rien qu'à l'idée de savoir que je pouvais devenir le boy du chef des Blancs. Le chien du roi, le roi des chiens. Et puis en devenant le boy du commandant, c'est que je quittais la mission qui m'était déjà devenue un vivant.